France Inter. Question politique. Thomas Negaroff. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Vous appartenez donc à cet intergroupe de la NUP. Hier, Elisabeth Borne a répété qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Et devant le Conseil national du Parti Renaissance, elle a décidé de regarder vers l'avenir. Alors, dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Une première ministre déterminée à accélérer, qu'est-ce que vous lui répondez? Accélérer quoi? Accélérer la déconnexion du président de la République, du gouvernement avec les Français, accélérer des choix politiques que les Français ne veulent pas, que les syndicats ne veulent pas. Accélérer quoi? Accélérer le mépris dont ils font preuve. Il y a une dimension assez orwellienne dans la façon dont Elisabeth Borne, comme le président de la République, s'adresse aux Français jour après jour depuis le début de cette crise qui dure quand même depuis, je sais plus. Oui, mais attendez, chacun joue son rôle. La loi, elle était validée en grande partie par le Conseil constitutionnel. Elle a été promulguée. C'est un point marqué par le gouvernement ou pas? Non, la légalité, ça n'est pas la démocratie. Et vous le savez. Donc cette décision n'a pas de légitimité. Elle a la légalité, d'une certaine manière, pour elle, mais ça n'est pas la légitimité. Et d'ailleurs, ça pose un problème au président de la République, parce qu'au fond, il n'a plus d'autorité. L'autorité, vous savez, c'est justement ce qui s'assoit sur la légitimité. L'autorité vient d'un mot latin qui veut dire augmenter. Donc, un président de la République qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui est capable de nous hisser vers le haut. Voilà. Or, ce qu'il fait, c'est qu'il nous tire vers le bas et qu'il n'a pas cette légitimité. Du coup, il devient brutal et autoritaire. Le Conseil constitutionnel, et vous le savez bien, a pris une décision qui est assez irresponsable parce que la matière juridique, c'est une matière qui n'est pas, c'est pas une science exacte. C'est une affaire d'interprétation. Et il y a de l'irresponsabilité dans le choix du Conseil constitutionnel de décider, de valider un texte qui est rejeté par l'écrasante majorité des Français, qui n'a pas l'aval des syndicats, qui n'a même pas été voté à l'Assemblée nationale, qui met le pays dans un état de colère est plus valable qu'un Conseil constitutionnel. Quand vous dites la grande majorité des Français, c'est des sondages d'opinion. Et l'Assemblée nationale, elle a voté 40%. Et les syndicats. Dans une démocratie digne de ce nom, la démocratie sociale, ça existe. Dans une démocratie digne de ce nom, quand vous avez des millions de gens dans la rue, ça existe. Ça n'est pas, on ne peut pas être dans le déni. Sinon, ça veut dire qu'un homme seul, peut décider au mépris du peuple, au mépris de la majorité. C'est les hommes seuls décident des choses. Sur la légitimité, je voudrais juste... Mais ça ne vous pose pas un problème? Qu'on revienne dans des partis partout, ça me pose un problème. La légitimité, vous essayez de dire que c'est quelque chose, une espèce d'esprit public, qui est quelque chose qui s'impose à tous. Non, ça doit être des règles. Comment vous faites cohabiter la légitimité de l'Assemblée, parce qu'il y a quand même une vote, la légitimité d'un chef de l'État qui jusqu'à nouvel ordre a été élu, avec la légitimité que vous ressentez, et qui n'est peut-être pas la même que moi, que celle de Françoise ou de Karine ou de Thomas. Le sujet, c'est qu'il n'y en a aucune. La promulgation, oui, c'est qu'il n'y en a aucune. Par ailleurs, alors on va laisser Clémentine Autain répondre. Le sujet, c'est qu'il n'y a aucune légitimité. Vous le prenez par tous les bouts. De personne, alors, à ce moment-là. Il y a une légalité, si vous voulez, mais il n'y a pas de légitimité. D'accord? Donc vous avez un président de la République seul qui décide d'imposer aux Français de travailler 2 ans de plus, alors que... Mais attendez, le vote du 49.3, c'est quand même le gouvernement qui a mis en jeu sa responsabilité. Donc vous pouviez le renverser si vous aviez la majorité de le renverser. Bien, écoutez, c'est là qu'il y a un sujet, c'est-à-dire que vous pouvez pas contester toutes les règles. Je pense que le sujet n'est pas là. Je pense qu'on est bien au-delà du sujet. Alors pour répondre sur la motion de censure, il manquait 9 voix, ce qui est quand même... très peu, et vu ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel, où vous avez vu que les cavaliers législatifs, c'est-à-dire des mesures qui ont notamment été introduites sous la pression de LR, qui étaient censées être les carottes par rapport au bâton de travailler 2 ans de plus, bon, l'essentiel est passé à l'amende, aussi bien l'index des seniors... ça peut revenir dans un prochain texte, a dit le gouvernement. Ça peut, potentiellement. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'ils avaient une note du Conseil d'État disant que ces cavaliers ne seraient pas validés. Donc ils ont menti. Ils ont menti à la représentation nationale. Ils ont menti dans les négociations avec LR. Donc, vous voyez, il manquait 9 voix. Et nous avons pris l'initiative, et c'est notamment mon collègue Éric Coquerel, qui est président de la Commission des Finances, de prendre attache avec nos partenaires de la NUPES et avec le groupe Lyot
pour redéposer une motion de censure. Et on peut penser que, vu la situation, les choses pourraient être différentes dans un prochain vote éventuel, d'une motion de censure. Donc ça, on va y aller. Mais je veux dire ici très solennellement que le problème que nous traversons aujourd'hui, c'est une crise de régime. C'est que, d'une certaine manière, le 14 avril est morte la Ve République. Je rappelle qu'elle est née... Pourquoi vous dites ça ? Je rappelle qu'elle est née, d'abord, je pense qu'elle ne correspond plus du tout à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé de si grave le 14 avril pour annoncer la mort de la Ve République ? Parce que si les sages, les prétendus sages, ça devient ironique de dire les sages parce qu'ils n'ont fait preuve d'aucune sagesse, mais si les membres du Conseil constitutionnel nous disent que c'est donc légal, conforme à la Constitution, de pouvoir imposer une loi contre l'avis du peuple. Alors, attendez, le peuple. Alors, il y a un problème. Ce sont les sondages d'opinion. Est-ce que ce sont les sondages d'opinion ? Madame Fressoz, des millions de gens dans la rue. Tous les syndicats vendent debout. C'est pas des millions. Bien sûr que c'est des millions. Il y a eu des millions. À partir de combien de millions ? Et alors, vous savez très bien qu'il y a eu des millions de gens dans la rue. Il y a eu des millions contestez le fait que réforme des retraites. Vous contestez. Allez-y, Clémentine Autain. Soyons un tout petit peu sérieux. Vous contestez le fait que la majorité du peuple aujourd'hui ne veut pas de cette loi, sérieusement ? Sérieusement, vous êtes capable de me dire ça ? Sur quoi ça repose ? Ça repose sur des sondages d'opinion. Non, mais la question, pardonnez-moi. Alors, si ça repose sur des sondages... Pardonnez-moi, Clémentine Autain, c'est moi, juste une seconde. On a plein de questions à vous poser. On va laisser Clémentine Autain répondre aux questions qu'on lui pose. Comme ça, après, on pourra nous-mêmes en poser d'autres. Allez-y. Non, mais on a un vrai problème. C'est-à-dire que peut-être que la réalité a tort, mais peut-être que la réalité est la réalité. On peut pas exclure cette hypothèse. Bon, je sais bien qu'on vit sous un régime très orwellien. On nous explique que cette réforme, c'est le progrès social, qu'elle est le fruit d'un compromis, on ne sait pas avec qui. Enfin, tout ça n'a plus aucun sens. Les mots n'ont plus aucun sens. Mais la réalité est têtue. Vous avez une majorité écrasante des Français qui est vent debout contre cette réforme. Les gens ne veulent pas transformer les 2 plus belles années de retraite en 2 pires années de travail. Ils ne veulent pas, et ils le disent par tous les biais qui sont possibles d'un point de vue démocratique. Alors, vous dites... Et ça ne fonctionne pas. Jusqu'au Conseil constitutionnel et à la promulgation précipitée, moi j'insiste parce on s'en fiche que ce soit la nuit ou au petit matin. Il doit promulguer, c'est pas une faculté, il doit. Oui, mais la consultation. Vous êtes d'accord qu'il s'est précipité. Il va autant couper court à toutes les toutes les possibilités de RIP, etc. Qu'est-ce que ça va changer s'il y avait dans 10 jours ? Ok, mais il se précipite alors qu'il sait que la colère est immense dans le pays. Donc il prend de front le peuple. Le président de la République, normalement, il est le garant de l'unité de la nation. On est d'accord avec ça. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il divise, il fracasse, il met en colère la majorité de la population. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Et qu'il y a un problème qui est constitutionnel. Il n'est pas normal, dans une république digne de ce nom, qu'un homme seul puisse décider au mépris de la majorité sur des sujets justement. Allons jusqu'au bout de cette idée-là, parce que vous dites. Je suis étonnée de la nature du débat. Vous dites fin de la Ve République, ça c'est pas la première fois que de la part d'un insoumis ou d'une insoumise on l'entend. Fin de la Ve République, fin du Conseil constitutionnel, si je vous entends bien. Allons jusqu'au bout. On remplace le Conseil constitutionnel par quoi ? Parce que dans tous les pays démocratiques, on a des assemblées qui sont là pour contrôler la Constitution. On aura toujours, j'imagine, Constitution. Donc en fait, on fait comment si on veut vraiment suivre le raisonnement jusqu'au bout, parce que c'est intéressant. Pour prolonger la question, vous proposez votre réforme des retraites qui sera sans doute pas non plus de la volonté de la majorité du peuple. Comment vous la faites adopter ? Alors, déjà, je pense que c'est important de prendre acte du fait qu'on est dans une Ve République qui est nécrosée et qu'il va falloir changer de régime. Ça, c'est un préalable à la discussion. Une fois qu'on dit qu'il faut changer, il faut savoir quel est le sens. Le sens, c'est donner davantage de pouvoir au législatif par rapport à l'exécutif. Le sens, c'est de donner... Je vous coupe une demi-seconde, je fais le contraire de ce que j'avais dit, mais juste parce que j'aimerais qu'on comprenne bien quand même. Est-ce que pour vous, la Ve République... Si je peux finir une phrase, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Est-ce que la Ve République, à un moment donné, trouvait grâce à vos yeux ? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous dites, là, elle fonctionnait bien, et elle fonctionne plus bien, vous dites, elle est nécrosée, donc ça veut dire qu'elle a fonctionné à un moment donné, et quand ? Je pense qu'il y a un problème dès le départ. Je n'oublie pas qu'elle a été fondée par et pour un général
ça a été d'ailleurs une forme, on l'oublie, hein, mais c'est arrivé dans une forme de coup d'État. On parlait de coup d'État démocratique à l'époque. Non. Oui, il y avait la guerre d'Algérie et d'ailleurs, il s'agissait par cette 5e de redresser l'État et de sauver l'empire colonial et l'Algérie contre eux. On parlait à l'époque des barbares indépendantistes. Oui, enfin, n'oublions pas d'où elle vient. N'oublions pas d'où elle vient et pour qui elle a été faite. Et je pense qu'en effet, dans ce 21e siècle où l'exigence de pouvoir participer aux décisions, de pouvoir compter, ce qui est quand même bien légitime, et notamment par rapport au pouvoir dans la 5e. C'est bien un problème d'ailleurs. Oui, alors, c'est bien un problème, voyez-vous. La loi contre la peine de mort, 65% des Français étaient contre cette abrogation. Il l'a fait quand même. Bien sûr. C'était illégitime. Il y avait au moins une légitimité. Non, il y avait zéro légitimité. Mais c'était illégitime de la part de François Mitterrand d'imposer ça au peuple ? Je pense que à ce moment-là, il n'y a pas eu des millions de gens dans la rue et une mobilisation telle qu'il fracturait le pays. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a un autre moment, d'ailleurs, le président de la République, François Mitterrand, quand il s'est agi de l'école libre, il a reculé parce que là, il voyait bien qu'il fracturait. Donc, c'est une affaire, vous voyez, de compréhension du pays. Et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron, lui, se fiche littéralement de cette ambiance du pays, qu'il est déconnecté. S'il y a quelque chose à chercher du point de vue psychanalytique, à mon avis, c'est du côté de cette déconnexion. Il y a une dimension que vous ne prenez de la toute-puissance chez lui. Mais le problème n'est pas d'analyser Emmanuel Macron d'un point de vue psychanalytique. Le problème est de se dire comment pouvons-nous avoir un mécanisme institutionnel qui permet à un homme aussi déconnecté de pouvoir agir au mépris de son peuple. Eh bien, désolé, mais là, je pense qu'on touche à un problème qui a trait au régime, et c'est pourquoi je pense qu'il faut prendre des initiatives sur la 6e République. Et c'est pas que la question des retraites, parce que la question de qui décide, dans un monde où vous voyez bien que la finance a pris énormément de poids sur le choix des citoyens, eh bien cette question de qui décide, elle concerne des champs entiers. C'est aussi bien de savoir qui décide, par exemple, du coup, des prix aujourd'hui. Qui va décider qu'on se laisse aller à l'inflation, ou est-ce qu'on est capable de comprimer les prix et de les contraindre? On a perdu un vote. Mais alors, c'est quoi votre solution? C'est un compromis de tous les partis à l'Assemblée, ou parce que au fond, personne n'est majoritaire aujourd'hui dans cette Assemblée, personne n'est en mesure d'imposer sa loi. Donc, comment vous faites, vous? Non, et surtout, qu'est-ce que vous proposez pour demain? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de président de la République dans votre système? J'ai commencé à vous expliquer, vous m'avez coupé. Donc, je vous disais d'abord le législatif qui doit primer sur l'exécutif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, d'avoir davantage de médiation qui est du pouvoir. C'est ce qu'on appelle parfois aussi les contre-pouvoirs. De les doter de davantage de pouvoir. Je pense qu'il faut aussi consolider des droits dans le cœur même de la Constitution. Pour éviter que nous ayons des mesures aussi antisociales, aussi injustes, aussi contraires aux principes de liberté, d'égalité, de fraternité. J'étais très choquée d'entendre le président de la République dire ne rien lâcher, c'est ma devise. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce serait bien qu'ils s'en souviennent. Plutôt que d'en faire des Qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans la Constitution? J'ai pas compris ça. Consolider des droits. Vous savez que la Constitution peut être, par exemple, les biens communs. On a un problème avec l'eau. Typiquement, eh bien, on peut consacrer dans la Constitution la consolidation d'un droit à l'eau. Je prends cet exemple. On le sait sur le droit à l'avortement. On peut constitutionnaliser le droit à l'avortement. C'est-à-dire que la Constitution peut élever le socle des droits et des protections, et que donc le sens de notre avenir commun, de notre bien commun qu'est la République. Est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, un peu contradictoire avec une phrase que vous avez dite au début de l'émission, quand vous dites la légalité, c'est pas la démocratie. Là, vous voulez légaliser des tas de choses. Non, ce que je veux, c'est que le socle de départ ne permette pas que des gouvernements successifs puissent produire tant de lois qui sont régressives, qui sont contraires à l'intérêt général et qui tournent le dos à nos valeurs premières, à nos principes premiers. Et pour moi, la justice aussi en fait partie. Donc c'est ce que j'appelle consolider. Mais tout ça doit être le fruit d'un processus constituant. Je vais pas vous donner les réponses à tout de cette 6e République. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de désidéologiser un peu les choses? Je pense que c'est exactement l'inverse. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est lucide... l'idée que tout le monde est d'accord avec ça et que donc c'est dans la Constitution. Si on est lucide, on voit bien qu'on a atteint un tel niveau de défiance entre la majorité de nos concitoyens et celles et ceux qui les représentent. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Oui, mais c'est pas en constitutionnalisant l'eau, etc., que ça va régler ce problème-là essentiel. Et donc, du coup, on n'a pas très bien compris... Vous ne comprenez pas que donner plus de pouvoir aux législatifs sur l'exécutif... D'accord, mais ça fait penser à la 4e.
Et alors, vous savez que c'est sous la quatrième n'a pas très bien fonctionné malgré tout. Écoutez, je pense que ça serait intéressant de re-regarder aussi cette page de l'histoire, parce que on fait l'éloge de la 5e, mais je rappelle que c'est sous la 4e République qu'on a réussi à remettre notre pays sur pied. Oui, après la guerre qui avait il y a un énorme problème qui s'appelle la guerre d'Algérie. On relira Georgette Elgé. Pour rester sur ce conflit-là, donc vous dites qu'il faut passer à la 6e République, mais en attendant, comment est-ce que vous allez, comment vous voyez la suite du conflit et comment vous vous greffez sur cette journée du 1er mai? Comment vous essayez d'agir avec l'intersyndicale, sachant que les relations sont pas toujours très faciles? D'abord, vous conviendrez avec moi que rien n'est fini. C'est-à-dire que la loi a beau être promulguée, je ne sens pas des Français prêts à rentrer chez eux. Et d'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure cette enquête d'opinion qui dit que l'attente vis-à-vis des syndicats, c'est 60% des Français qui disent aux syndicats « continuez ». Je pense que ce 1er mai va être historique. Il va être énorme. Il va être énorme. Les gens ne supportent pas, non seulement l'idée de travailler 2 ans de plus, mais maintenant ne supportent pas ce climat antidémocratique qui s'installe et par tous les bouts. Tous les bouts. Parce que c'est aussi la répression. Il n'y a pas eu de réaction, pardonnez-moi, au moment où la promulgation de la loi a eu lieu. Il y a eu des réactions. Toutes petites. Mais il y a eu une annonce immédiate, une date de rendez-vous. Il y a eu une réaction réelle et massive. Enfin, je veux dire, il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant, ce week-end. Ouais, on aurait pu imaginer... Vous inquiétez pas. Ne soyez pas impatiente. Le soir même du 49.3, utilisé, dégainé par Elisabeth Borne, il y a tout de suite eu des réactions dans la rue. Là, il n'y en a pas eu. Vous allez voir. Lundi soir, vous savez, soir, il y a déjà un mot d'ordre qui est lancé de casserole au moment de l'intervention du président de la République. Il y a... Non, mais je veux dire, faut entendre, hein, et c'est spontané. Jeudi, vous avez une journée de la colère des cheminots. Oui, d'accord. C'est catégoriel. La colère cheminote va s'exprimer dès jeudi. Ensuite, vous aurez cette date du 1er mai. Mais je vous assure que ça va pas être terminé. Ça va pas être terminé. Et si le président de la République pense qu'il suffit d'attendre et se compte sur une forme de sidération, parce que c'est vrai qu'il y a de la sidération. Ou de la résignation. Il peut y avoir une part de résignation, mais je trouve que depuis 2 mois et demi, c'est pas ce qui domine. Hein. C'est plutôt au contraire une colère qui s'exprime avec les difficultés qui sont les nôtres. Moi, je voudrais à la fois tirer mon chapeau à l'intersyndicale qui a mené la bataille de main de maître, mais aussi dire que c'est impressionnant la mobilisation et les grèves qu'il y a eu dans un contexte qu'on fait mine d'oublier, mais qui est un contexte où les prix ont explosé. Non, mais je veux dire, ça a explosé quand vous avez 17% d'inflation sur une année et des salaires qui n'augmentent pas. Vous voyez bien que pour les gens, une journée de grève, c'est 70, 80, 100 euros. C'est énormissime. Et pourtant, ils l'ont fait. Et vous avez des caisses de solidarité qui se remplissent à une vitesse éclair. C'est impressionnant. Dites-nous comment vous voulez vous intégrer dans ce travail de l'intersyndicale, alors qu'il y a eu jusqu'à présent une volonté de l'intersyndicale de rester sur un mouvement syndical et de ne pas être récupéré par le politique. Oui, juste, je précise parce que vous venez de dire que le 1er mai sera une journée importante qui dépassera, si j'ai bien entendu, la question des retraites. Vous évoquez la question de la démocratie. C'est pas le sujet de Laurent Berger et des syndicats, ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là 2 discours qui peuvent se affronter? Je ne veux pas parler à la place de Laurent Berger, qui je ne suis pas sa porte-parole, mais je le lis et je pense que la question démocratique l'intéresse, Laurent Berger. Quand on lui demande, par exemple, s'il faut une nouvelle République ou s'il faut renverser le gouvernement, il dit c'est pas mon sujet. Ça, c'est pas son sujet. Mais par contre, le fait que la démocratie sociale soit à ce point bafouée, je pense que c'est le sujet de Laurent Berger. Vous voyez ? Et qu'il voit très bien quel est le problème. Le fait que la majorité des Français soit contre cette loi et que cette loi soit appliquée, je pense que c'est un problème pour Laurent Berger. Vous voyez ? Donc la question démocratique, elle nous est à tous posée. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant jusqu'au 1er mai, qui doit casser la baraque, comme a dit Laurent Berger, et après ? On appelle à la mobilisation historique. Ça, c'est pour le 1er mai. Et après, ça, c'est pour le 1er mai. D'ici là, nous voulons l'abrogation. Nous prenons toutes les dispositions qui sont en notre pouvoir sur le terrain institutionnel pour essayer de continuer la bataille. On a parlé tout à l'heure de la motion de censure. On attend la décision sur le 2e RIP. On peut aussi, si ça marche pas, lancer une pétition, comme a proposé Olivier Faure, pour essayer d'avoir très très vite 5 millions de signatures. Moi, je pense qu'il faut également prendre une initiative sur le terrain des libertés publiques et de la démocratie. Autour de la 6e République. Si nous avions des assises partout dans le pays pour poser cette question de qui décide et pour faire avancer l'idée de qu'est-ce que nous, puisqu'il y a une crise de régime, comment nous ferions vivre cette 6e République, je pense que la NUPES est dans un front qui soit à la fois un front politique mais aussi social et aussi
culturel, j'insiste, parce que souvent on parle de front social et politique, mais je pense qu'il faut un front social, politique, culturel. La proposition vous avez vraiment l'impression que et en français, je termine, vous me disiez qu'est-ce que vous allez faire? Je termine d'un mot, parce que pour moi c'est aussi notre responsabilité, c'est de travailler et de faire grandir la perspective politique. Puisque ce régime nous est insupportable et qu'il faut en changer. Puisque cette politique, qui est une politique au service du monde de la finance, qui est rivée sur la loi du profit, voilà, et qui est obsédée par la réduction de la dépense publique, qui est toujours d'ailleurs au service des grands groupes économiques à qui on donne beaucoup d'argent. Vous savez, les exonérations des entreprises, etc. Tout ça, ça a un coût, et un coût qui est supporté par les ménages en réalité, par la baisse du moins 10 ans en termes de services publics. Toute cette logique-là, qui est en plus folle du point de vue écologique, puisqu'on ne sort pas des clous du consumérisme et du productivisme, tout ça, il faut tourner le dos. Donc il faut construire la perspective politique. Est-ce que ça, c'est le travail de la NUPES et c'est notre tâche. Ou est-ce que c'est une proposition de la NUPES collective, de faire de ce combat du 1er mai un objectif politique pour arrêter avec la Ve République? Non, le 1er mai, c'est pas ce que j'ai dit. Je crois qu'on se comprend pas très bien. Le 1er mai, c'est à l'appel des syndicats. C'est au-delà. Et nous mettons nos forces dedans. Et après et nous suivrons les initiatives prises par les syndicats. Ça, c'est une chose. D'accord? Ça s'appelle la mobilisation sociale. Et les syndicats conduisent cette marche-là. Après, nous, en tant que force politique, on a aussi des choses à dire et à proposer. Je pense que nous avons besoin d'un front social, culturel et politique pour, évidemment, se battre contre la réforme des retraites, mais aussi aller plus loin. Et je crois qu'aujourd'hui, la crise démocratique, la crise de régime, nous impose de travailler sur qui décide. Mais vous et avez de mettre vraiment en mouvement l'impression que les Français sont prêts à ce renversement de la Ve République? Vous avez l'impression que les Français sont prêts à supporter qu'un homme décide tout seul? Les Français me semblent effectivement opposés dans une grande majorité à cette réforme des retraites. De là à renverser la Ve République, vous allez vite. Qu'est-ce qui vous attache à ce point, la Ve République? Moi, Elle était amie avec De Gaulle, mais pourquoi Clémentine Autain, de quoi vous voulez parler quand vous parlez d'un front Non, mais si vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui dépasse la question des retraites dans ce qui est en train de se jouer en ce moment, effectivement, nous avons une divergence d'analyse. C'est pas ça ma question. Non, c'est pas ça ma question. C'est est-ce que les Français, c'est dans leur priorité? Est-ce qu'ils y pensent? Est-ce qu'ils se disent vraiment mon problème, c'est changer de la Ve République? Non, j'entends bien que la question est comment vous liez. Si vous parlez abstraitement, juste changer la 5e, bon, peut-être que c'est pas au quotidien quand les gens sont là confrontés à des tonnes de problèmes, parce qu'ils sont confrontés aujourd'hui à des tonnes de problèmes. On a l'impression qu'il y a plus grand-chose qui marche dans cette société. Donc ils vont faire leurs courses, c'est l'enfer. Ils voient leur feuille de paye, c'est l'enfer. Ils vont voir les services publics, ils sont détériorés. Ils veulent prendre le train, il y en a plus, ou alors il est en retard. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est ça le problème quotidien des Français. Maintenant, se dire que qui décide de tout ça? Qui décide qu'on investit ou pas de l'argent dans les hôpitaux, dans les écoles? Qui décide qu'on donne plein d'argent aux grandes entreprises sans aucune contrepartie? C'est vous. Qui décide? C'est vous. Qui décide? Mais non, c'est pas les Français aujourd'hui, parce que je pense qu'on a un système. Mais vous voyez bien que non. 11 fois depuis... non, ça c'est aussi le résultat des élections. 11 fois depuis le début de la mandature, nous avons été empêchés de voter. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu voter, vous avez sur le texte du budget. Écoutez, quand même, à un moment, il faut dire les choses aussi. À un moment, l'article 11 n'a pas été voté parce que vous avez organisé l'obstruction à l'Assemblée nationale. Écoutez, il ne vous a pas échappé que l'exécutif, aujourd'hui, avait des pouvoirs exorbitants par rapport au législatif. Donc moi, je vous dis que toutes les questions très concrètes que je pose, elles ont à voir avec notre régime institutionnel et notre démocratie. Pour qu'on soit clair et qu'on avance, vous êtes favorable à un régime qui soit plus législatif, plus parlementaire, et qui peut aller jusqu'à... Mais c'est pas simplement ça. Parce que vous savez, quand on ouvre la boîte de Pandore, je vais vous dire... qu'est-ce que vous faites avec le président de la République ? Je vais vous donner un autre exemple, Madame Saint-Cric, qui va vous parler. C'est que je pense que dans une république digne de ce nom, vous voyez, le néolibéralisme, depuis très longtemps, il a fait émerger aussi des experts pour nous raconter que there is no alternative. Hein. On connaît... Non, mais je veux dire, c'est vrai. Et qu'on a un problème de concentration dans les médias et d'accès à l'information. Voilà. Donc, quand on touche à la démocratie, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas qu'un problème de ce qui se passe au Parlement. Le législatif doit prendre plus de poids sur l'exécutif. Mais il faut aussi lutter contre la concentration dans les médias pour qu'on ait un système d'information qui permette aux citoyennes et aux citoyens d'être mieux éclairés, bien sûr. Il faut toucher à la justice. C'est pour ça que vous parlez de front culturel ? L'expression m'avait un peu étonné tout à l'heure. C'est vrai, ça vous étonne ? En tout cas, ça me demande d'explication. Non, ça veut dire que souvent on parle évidemment de l'espace politique, du mouvement social, et singulièrement du monde du travail et donc des syndicats. Mais je pense que dans les batailles politiques, il y a aussi le monde culturel.
Voilà. Le monde culturel, ça veut dire des intellectuels, ça veut dire des artistes qui ont aussi vocation à pouvoir s'engager et à participer à construire l'imaginaire qui va nous porter, donner de l'espoir et nous amener à des victoires qui soient des victoires pour la justice sociale et des victoires pour la démocratie. Il y a pas de justice sociale s'il n'y a pas de démocratie. C'est pour ça que je lis les deux. Vous voyez, vous me dites qu'est-ce que les gens en ont à faire de la 5e. On peut le voir comme ça, mais si vous le prenez par qui décide, je vous assure que les Français, ça les intéresse parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ils le savent, ils le voient. Question politique. Thomas Negaroff sur France Inter. Qui décide en France, qui décide à la NUPES aussi. Fabien Roussel dessine aujourd'hui un rassemblement assez large d'une gauche capable, selon lui, de prendre le pouvoir. Et en général, il réagit, notamment à votre place, il y a 2 semaines, favorablement à l'idée de travailler avec Bernard Cazeneuve, davantage qu'avec Jean-Luc Mélenchon, si j'ai bien lu entre les lignes. Est-ce que ça vous inquiète sur la pérennité de la NUPES ou de la NUP ? Écoutez, moi je suis engagée dans la NUPES et je pense que l'enjeu aujourd'hui n'est pas de dépasser la NUPES, mais de la construire sérieusement. Et de la construire à la fois par le haut et par le bas. On a besoin de plus de NUPES. La NUPES, c'est la forme contemporaine de l'union de la gauche. Et je crois que singulièrement dans la situation politique qui est la nôtre, d'ailleurs on en parlait quand on parle de l'Assemblée nationale et du fait qu'en effet il y a un enjeu de savoir quelle peut être la majorité dans cette Assemblée nationale, parce que nous sommes confrontés à ce qu'on appelle une tripolarisation, c'est-à-dire qu'il y a 3 pôles politiques. Vous avez la minorité présidentielle, puisqu'elle n'a pas de majorité, en tout cas le camp macroniste, vous avez l'extrême droite et vous avez la NUPES. Et c'est pas la même chose que quand on avait une alternance droite-gauche. C'est très 4e République, ça. Les 3 forces. Mais allez-y. Arrêtez de comparer. On peut faire autre chose, ni la 4e, ni la 5e, et penser une 6e. Non, mais je vous invite c'était juste une à ça. information pour les gens qui aiment l'histoire et qui nous écoutent. Voilà. Je pense qu'on peut essayer de se projeter. Projetons-nous. Voilà, dans l'avenir, sans essayer en retenant des leçons de l'histoire. C'est pas moi qui vais vous dire autre chose, puisque ma formation, c'est une formation d'historienne. Néanmoins, ce que je crois, c'est que dans ce cadre de 3 pôles, l'éclatement de nos forces de la NUPES, voilà, c'est l'échec assuré. Oui, mais alors ça ne veut pas dire que avec l'unité, on a gagné. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est divisé, alors là, je vois pas comment. Alors, est-ce qu'on peut pas faire des choses pour que vous ne le soyez moins ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, quand on entend, y compris Olivier Faure, lors de la réaction commune au Conseil constitutionnel, où on a entendu Mathilde Panot, puis Sandrine Rousseau, et Olivier Faure, est-ce que finalement il n'y a pas des divergences quand on entend Cazeneuve, Hollande, Stéphane Le Foll, Carole Delga, ou même Madame Froger ? Est-ce qu'il n'y a pas des gestes que vous pouvez faire, ou Fabien Roussel, c'est-à-dire qui dit, on peut faire une union de la gauche large, est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire de votre côté, de manière à arrondir les angles et à pas donner l'impression que vous avez un comportement impérialiste vis-à-vis des autres ? Alors moi, je suis anti-impérialiste à tout sujet. Donc, j'imaginais, Madame Sénatrice, tout va bien. Donc vraiment, j'ai pas de souci avec ça. Et je pense qu'en effet, la NUPES doit être construite dans le respect des partenaires des uns et des autres. Après, le problème, c'est que, vous le savez, il y a un certain nombre de socialistes qui, aujourd'hui, pensent qu'il faut faire contre la NUPES. Et là, le problème, c'est que je vois pas où est le plan B. Ils le pensent parce et notamment contre la France insoumise. Il y a eu pendant tout le conflit des retraites des interrogations sur la forme d'opposition que vous initiez. Par exemple, l'obstruction, par exemple, les pancartes, par exemple, les cris, par exemple, tout ça, ça a mis un malaise dans une partie des troupes. Je pense que c'est un malaise. Est-ce que vous dites, il faut peut-être qu'on change d'attitude ? Alors peut-être que ça dérange certains qui nous regardent, mais je pense, ou pas, d'abord, il y en a... Non mais attendez, et d'autres, moi je trouve qu'il y a plein de choses qu'on a faites qui sont bien. Vous savez aussi que je pense qu'il faut toujours essayer de trouver une tension juste entre des façons d'exprimer notre colère, notre insoumission et de la solennité indispensable, surtout si l'on veut, on prétend gouverner le pays. Néanmoins, je pense que c'est quand même infiniment moins dérangeant que le bilan de François Hollande, qui est autrement plus grave et autrement apprécié des Français. Donc moi, j'aimerais bien que ceux qui font la leçon à la NUPES commence déjà par balayer devant leur porte. C'est quand même... Non, je m'arrête là parce que c'est quand même assez grave. Sur le bilan de François Hollande, vous pouvez effectivement contester, dire qu'il a été trop de droite, qu'il a trahi la gauche, ok. Là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous reproche, ce que certains vous reprochent, c'est de mener, en fait, une sorte de contestation des institutions républicaines, y compris au sein du Parlement. Et ça, c'est beaucoup plus grave comme accusation qu'on vous porte. Vous trouvez que est-ce que vous pouvez mettre les deux sur le même plan ? Non, parce que je suis attachée à la forme et je trouve ça important et je vous ai dit mon point de vue. Néanmoins,
Néanmoins, je suis désolée, mais pour la majorité des Français, c'est quand même autrement plus grave de, par exemple, voir qu'il y a un traité constitutionnel européen qui est rejeté par les Français et qu'ensuite, on va signer les choses à Amsterdam, au mépris de la parole des Français. C'est quand même infiniment plus grave, Il est élu en 2012. C'est infiniment plus grave. Là, je parlais d'un autre bilan, j'entends bien. Mais c'est infiniment plus grave de faire des lois qui détricotent le code du travail que d'avoir une pancarte brandie à l'Assemblée nationale. Donc, de le mettre sur le même plan, là, j'avoue que je m'attendais pas à cette manière de le faire. Voilà, il y a un débat politique, Madame Fressoz. Allez-y, Clémentine Autain, allez-y, il y a un débat politique. Non, mais il y a un débat politique sur la NUPES. C'est qu'effectivement, elle crée un budget qui est un budget historique, puisque c'est sans doute la première fois que la gauche qui vient dite radicale, celle qui veut prendre les problèmes à la racine, qui est porteuse d'un certain nombre en effet de ruptures, est la plus importante dans le rassemblement de la gauche. Et en est le fer de lance. Et je pense que profondément, moi je veux bien qu'on discute du profil de telle phrase, etc. Non, c'est pas ça. Mais il faut se rendre compte. Quand je vous dis, il faut se rendre compte de ce bouger-là. La présidente du groupe dit la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une chef de bande. Est-ce que a dit ça? Oui, Mathilde Panot. Je suis désolée, mais est-ce que c'est pas une contestation? Est-ce que c'est pas une contestation? Ah, pardon, d'Elisabeth. Est-ce que ce n'est pas une contestation de l'institution dans laquelle vous êtes? Mais je pense que ceux qui aujourd'hui mettent à mal les institutions, c'est la Macronie avant tout. C'est eux qui, avec leur 49.3, avec la façon aussi dont ils répriment le mouvement social, c'est eux qui délégitiment l'institution. C'est eux les premiers responsables de la situation dans laquelle on est. Ça me rappelle le débat sans cesse qu'on a sur les violences. Vous savez, sur tous les plateaux, on nous demande à nous, alors, est-ce que vous condamnez les violences? Mais qui aujourd'hui génère de la violence? Quand par tous les bouts démocratiques, vous renvoyez le peuple dans ses cordes, alors qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste? Les gens qui sont en cagoule noire et qui allument des feux de poubelle et qui s'en foutent complètement des retraites, c'est pas ça, on peut les condamner, ceux-là. Mais oui, mais j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous le savez, j'ai un problème moral et un problème politique avec la violence. Je suis en plus une militante féministe, donc c'est vrai que oui, quand on est féministe, c'est vrai que la violence est quelque chose qui ne fait absolument pas partie de nos outils pour gagner et pour convaincre. Et par ailleurs, je pense que c'est inefficace politiquement. Donc j'ai pas de problème avec ça. J'interroge juste ceux qui génèrent ça. Voire même, il y a des moments, je me demande s'ils le souhaitent pas. S'ils ne le souhaitent pas, parce qu'ils se disent, si toute la journée on voit des feux de poubelle, il va y avoir une volonté d'ordre, et cette volonté d'ordre, ça sera nous. Sauf que je pense que c'est un pari qui est un pari d'un cynisme épouvantable et extrêmement dangereux. Mais si on veut revenir au fonctionnement de la NUP, puisque on est parti de là, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour qu'elle fonctionne mieux, que LFI accepte d'être un peu moins hégémonique? Voilà. Alors, parce que c'était ça la question de départ, qu'on a complètement perdu de vue. Mais je crois qu'elle est intéressante, et surtout, est-ce qu'elle fonctionnerait mieux avec un autre fonctionnement de la part de Jean-Luc Mélenchon, pour dire les choses très simplement? Mais la NUPES, c'est une alliance électorale qui a été faite en 13 jours, 13 nuits, qui a d'abord produit quand même un beau résultat, puisque nous sommes passés de 75 députés à 150, ce qui est quand même pas rien. Mais il faut que de l'accord électoral, nous passions à un accord politique, durable. On n'y est pas encore. Et qui soit mieux structuré pour que nous donnions à voir cette chorale que nous sommes de fait, et davantage sa cohérence, davantage ce que nous partageons, et un peu moins, effectivement, les dissonances des uns et des autres. Il n'y a pas de gauche irréconciliable à l'intérieur de la NUP? Il n'y a pas de gauche irréconciliable? Mais c'est justement une des leçons de la NUPES. Non, mais Fabien Roussel, à cette place-là, il y a 2 semaines, nous dit il faudra qu'on se mette d'accord, il y a des choses sur la question de la République qui ne nous permettent pas de travailler ensemble. Je pense justement que la NUPES a tourné 2 pages. La page de 2005, où le traité constitutionnel européen, vous le savez, a laissé des traces, puisqu'il y avait une partie de la gauche qui a été d'ailleurs victorieuse et qui a mené une campagne, et j'en ai une grande fierté d'avoir participé à cette campagne du nom de gauche, qui était très populaire, il y avait des tenants du oui. Et ça a été quand même une forme de schisme à l'intérieur de la gauche, qui a produit d'un côté notamment le bilan de Hollande, qui en quelque part est un prolongement de ces tenants du oui, et de l'autre côté, le fait qu'au final,
Ceux qui sont devant, et l'élection présidentielle l'a montré avec Jean-Luc Mélenchon qui quand même a fait 22%, donnent à voir que c'était plutôt de ce côté-là qu'était la dynamique populaire potentielle. Et aujourd'hui, je pense qu'on raccommode les choses. Quand j'écoute Olivier Faure... Je pense qu'il n'y a pas d'hypothèse d'une candidature unique aux européennes. Et pourquoi Vous n'êtes pas d'accord? Parce que les écolos ont déjà dit non. Les Verts n'en veulent pas. Ils l'ont dit vraiment très clairement. Parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur l'Europe, en fait. La réconciliation européenne, je ne la vois pas trop. Non, je pense que sur le libéralisme économique, beaucoup de choses ont bougé. J'ai même lu il n'y a pas très longtemps Yannick Jadot avoir une tribune dans Le Monde tout à fait intéressante sur la relocalisation de l'économie et sur le libéralisme économique. Non mais ça a bougé. Ne croyez pas, ça a bougé. Et même dans la France insoumise, des choses ont bougé. Et je pense que, justement, on arrive à maturation par rapport à ce schisme, qui est un premier schisme. Je reviendrai sur les européennes. Qui est un premier schisme qui a longtemps divisé à gauche. Et le deuxième, c'est la République. Mais c'est absurde. C'est absurde. Moi, j'ai écrit un petit livre sur les faussaires de la République. Et là encore, je pense que la NUPES est l'occasion de dépasser ce qui a été, à mon avis, parfois mal compris. On finit par s'y perdre. Je veux dire un tel est ambigu. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire qu'il peut appeler à aller à une manifestation de lutte contre l'islamophobie, qui est un endroit qui est truffé de personnes éventuellement un peu douteuses. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais alors, des douteux, je vais vous dire, Madame Fressos, des manifestations que j'ai faites, moi, un peu douteuses, il y en a eu d'autres, par exemple, quand j'ai manifesté pour Mireille Knoll, je vous assure qu'il y avait beaucoup de gens pas fréquentables dans la manifestation. Mais attendez, on n'est pas là pour s'envoyer à est-ce que la cause était juste? Est-ce que la cause était juste pour Mireille Knoll? Elle l'était. Est-ce qu'il est juste de manifester pour dire qu'il y a un rejet des musulmans dans notre pays qui fait le lit de l'extrême droite et que c'est inadmissible? Oui, c'est juste. Le collectif contre l'islamophobie sont des gens quand même un petit peu particuliers. Oui, mais je vous assure que parfois, dans les manifestations, je pense à celle de Mireille Knoll, il y a des gens plus que douteux également. Mais il y en a partout. Bon, simplement. Alors, est-ce que... Donc, parlons de ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, retrouvons le fil et le cœur de ce qu'est la République. C'est Manuel Valls en particulier qui a distillé ces deux gauchers réconciliables. Et je le voyais il y a quelques jours encore, et maintenant il est à valeur actuelle, et il est en train d'épouser la thèse du choc de civilisation. Vous le mettez dans le même camp? Parce que Fabien Roussel, lui, dit qu'il peut y avoir une union qui aille jusqu'à Bernard Cazeneuve. Mais moi, je suis toujours pour qu'on discute. Il faut être ouvert et être capable de discuter. Quand Madame Froger est élue dans l'Ariège contre une candidate qui a été investie par la NUPES, Mathilde Panot, dès lors de l'élection, dit elle ne doit pas siéger chez nous, qu'elle aille ailleurs. Donc, c'est même pas les socialistes qui parlent, c'est Mathilde Panot. Mais que disent les socialistes à Madame Froger? Oui, ils disent des choses qui sont un peu gênantes. Non, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, nous, on est un groupe socialiste, on est dans l'intergroupe de la NUPES. Est-ce que tu es partante pour être dans l'intergroupe de la NUPES? Madame Froger a dit non, et Madame Froger n'est pas dans le groupe socialiste. C'est pas moi qui le dis, ce sont les socialistes. En revanche, il y a quelqu'un qui a fait son retour dans le groupe de LFI, c'est Adrien Quatennens. Vous n'avez pas pris je crois, la parole depuis mardi, depuis le vote interne et secret de LFI, qui a voté son retour au sein du groupe, mais pas de l'intergroupe, si j'ai bien compris, de la NUP. Ça a l'air assez compliqué, mais c'est comme ça que ça s'est joué, je crois, c'est ça? Vous confirmez? Il revient chez LFI, mais pas au sein de la NUP. C'est ça l'histoire. Il revient dans le groupe de LFI qui est à l'intérieur de la NUP. Je pense que la prévention qu'avaient nos amis avec lesquels nous nous retrouvons dans l'intergroupe chaque semaine. Et d'ailleurs, je veux dire ici que, parce que j'y suis chaque mardi matin, que c'est un endroit où la NUPES fonctionne bien. Alors, c'est important de se le dire parce que je pense qu'il faut plus de NUPES, mieux structuré, etc. Être capable aussi d'avoir des collectifs locaux qui la font vivre, mais c'est important de dire aussi les endroits où ça fonctionne. En l'occurrence, j'ai entendu des déclarations très très dures sur le retour d'Adrien Quatennens au sein de vos partenaires de la NUP, chez Sandrine Rousseau par exemple. C'est quoi votre regard à vous? Vous avez rappelé que vous étiez féministe tout à l'heure. Je rappelle qu'Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois avec sursis pour violence conjugale. Est-ce que selon vous c'est une bonne chose qu'il revienne parmi vous? Écoutez, je vais pas vous chanter Dalida, non, je n'ai pas changé, parce que je vais pas vous faire une petite chanson, mais le cœur hier, écoutez, je pense toujours que 4 mois, c'est très court. C'est trop court pour qu'Adrien Quatennens puisse faire le chemin qui conduit des faits de violence conjugale pour lesquels il a été condamné à la réintégration dans un groupe qui porte des valeurs féministes. Donc vous avez voté contre son retour? Où les députés ont signé une charte d'engagement, parmi lesquels, je relis la charte d'engagement signée par les députés et par les élus insoumis, défendre les valeurs féministes et combattre les violences sexuelles et sexistes partout où elles se trouvent. Maintenant, il y a eu une décision.
et une décision à l'Assemblée nationale, je veux le dire et le saluer, qui s'est faite dans des conditions démocratiques. On a fait un travail au long cours d'ailleurs, pas simplement sur ce vote-là, mais on avait déjà eu une discussion pour la première décision qui était de sanctionner Adrien Quatennens en l'excluant de notre groupe pendant 4 mois. Et ça s'est fait à l'issue d'un débat. Et donc, quand il y a une décision démocratique, je me dois de la respecter. Alors, il y a cette règle qui consiste à dire qu'on ne doit pas dire son vote. Elle sort d'où, ça ? Ça peut être... écoutez, ça se discute, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est ce qui a été dit. Le vote est rarement public, est rarement secret. En plus, le vote à l'Assemblée nationale est souvent public. Mais c'est pas à l'Assemblée nationale, c'est dans un groupe politique. On n'est pas obligé d'être transparent, surtout dans un groupe politique. Ça, vous serez d'accord avec moi quand même. Clémentine Autain, on explique parfois que le vote s'est fait à bulletin secret, précisément. Pour ne pas savoir ce qu'a choisi les uns et les autres. C'est pas un souci, ça, quand même ? Non, je pense qu'un bulletin secret, quand il s'agit d'une personne, on fait toujours des votes à bulletin secret quand ça touche une personne. Même quand vous votez pour votre présidente de groupe, on l'a fait à bulletin secret parce que ça touche une personne. Mais là, ça touche une personne ou un principe ? Les deux. Ça touche un sur le principe, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je crois que je viens de vous répondre. Je veux bien recommencer, mais je vous ai répondu. Non, mais nous, on aimerait savoir ce que vous avez, en vos forts intérieurs, voté, ce qui était important pour vous, et pourquoi, pour vous, ça peut compliquer plus tard un dialogue, un discours politique sur les violences conjugales. Je crois que je vous ai répondu. Et ce qu'il faut... Non, mais ça va quand même être difficile de le tenir, ce discours-là, maintenant. Non ? Sincèrement. Il faut qu'on prenne toute la complexité du sujet. D'abord, se rendre compte que c'est une histoire qui, depuis le début, nous a énormément divisés. Énormément divisés. Et je suis frappée de voir qu'il y a eu même un clivage souvent générationnel. Parce que ce sont, dans nos cadres militants, souvent les plus jeunes qui étaient vent debout et qui ne comprenaient pas. Et d'autres, à l'inverse, qui disaient, mais enfin, c'est incroyable. Il y a la justice, elle est passée. Si on commence comme ça, on va mettre tout le monde... Enfin bon. Donc il faut entendre qu'on a une difficulté et une fracture. Donc moi, ma question, c'est comment on va résorber cette fracture, et de préférence par le haut, c'est-à-dire certainement pas en s'asseyant sur les principes féministes, mais en essayant de convaincre et de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, je note que dans le communiqué de presse qui a été adopté mardi, c'est un communiqué de presse qui dit, par exemple, moi ça me tenait à cœur, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, que la défense d'Adrien Quatennens sur BFM TV et dans La Voix du Nord, où au lendemain de sa condamnation, il inversait les rôles entre l'agresseur et l'agressé, ne convient pas. Et en 4 mois, d'après ce que je comprends, c'est pas moi qui ai discuté avec Adrien Quatennens, mais ce que je comprends, c'est que lui-même en convient. Bah évidemment, il a convenu, 1, qu'il avait fait un stage, 2, que c'était pas bien, 3, qu'il avait eu tort. C'est tout ce qu'on lui demandait pour pouvoir être réintégré. Je parle aussi de BFM TV, de la façon dont il s'est exprimé à ce moment-là. Voilà. Totalement d'accord. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, je réitère une proposition concrète, parce qu'une fois que je vous ai dit ça, qu'on est fracturé, je vous ai donné mon point de vue, je dis qu'il y a eu une décision démocratique. Oh, écoutez, je pense que c'est assez clair. On n'est pas allé jusqu'au bout du vote. Je crois que c'est assez clair. On peut imaginer que celles et ceux qui m'écoutent auront mais que compris. Vous acceptez maintenant de siéger à côté d'Adrien Quatennens. La question maintenant, c'est comment on fait, parce qu'il y a Adrien Quatennens, mais avant il y a eu Tahabouaf, et demain il y aura encore d'autres choses, et il y aura des cas dans toutes nos formations de gauche, et je pense qu'on peut pas chacun... Pour l'instant, il est hors de... Oui, j'entends bien, mais c'est un épisode qui... moi je le dis d'autant plus que j'ai été impliquée. Ouais. Je pense que la façon dont les choses sont faites continue de poser des questions. C'est-à-dire les enquêtes internes, c'est ça ? Non, mais vous avez une solution, je pense pas que la façon dont on est agi ait réglé toutes les questions que ça ouvre. Non, c'est-à-dire vous voulez que la procédure d'enquête interne soit totalement refondée ? Je pense qu'il faut travailler, et qu'il faut travailler à l'intérieur de la NUPES. Je sais que les cellules qui sont d'ailleurs toujours animées par des femmes, évidemment, parce que la parole des femmes s'adresse davantage aux femmes. Mais l'idée que c'est que les femmes qui s'occupent de ces histoires est quand même un petit problème. Ça serait bien que tout le monde s'en occupe. Et c'est pour ça que je réitère solennellement ma proposition qu'il y ait enfin un groupe de travail à l'intérieur de la NUPES dans lequel il n'y ait pas que des femmes, mais qu'il y ait aussi des hommes de premier plan, et qu'on réfléchisse à comment on fait. Comment on fait ? Quelle est la graduation des sanctions ? Comment il peut y avoir réparation ? Comment un homme qui a commis de tels actes peut continuer ? Vous vous souvenez de cette phrase d'Adèle Haenel qui m'a tellement marquée, qui disait « ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos amants, etc. Ce sont nos collègues. Ils sont avec nous. » Voilà. Donc moi, mon sujet, c'est pour faire vivre ces principes
féministe auquel je tiens et je n'ai pas changé. Nous avons besoin de la clarté dans notre discours, mais nous avons besoin aussi de dégager des procédures qui permettent qu'à chaque cas, on ne soit pas à ce point déboussolé, à ce point fracturé. Clémentine Autain, il nous reste quelques minutes. J'aimerais revenir en politique sur la question du Rassemblement national. Marine Le Pen est en ce moment sur RTL. Elle évoque l'importance pour elle du moment que l'on vit. Elle vous met dos à dos avec le gouvernement sur les raisons de la colère sociale. Est-ce que vous craignez, oui, par l'obstruction que vous avez pu produire à l'Assemblée nationale, c'est pas moi qui parle, c'est elle, est-ce que vous craignez que de cette colère sociale naisse finalement un chemin de rose pour l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national? Moi, je suis une responsable politique. Donc, comme je suis une responsable politique, je dis qu'il faut impérativement à la fois mettre fin à la Macronie et en fait à ces politiques néolibérales qu'on a depuis les années 80 et qu'on empêche l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est notre responsabilité. Mais est-ce que vous y prenez bien aujourd'hui? Est-ce que vos excès ne favorisent pas aujourd'hui le Rassemblement national? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le problème, c'est les excès, les excès de quoi? Je vous demande. Je sais pas si on s'entend tout à fait sur ce qu'on veut y mettre. À savoir la respectabilité à l'Assemblée nationale. Le fait qu'ils jouent les institutions et que vous jouez contre les institutions, est-ce que c'est pas ça un talon d'Achille pour la gauche? Moi, je pense que ce que nous dénonçons, c'est le système institutionnel actuel et que ça peut rencontrer aujourd'hui une majorité dans le pays. Cet esprit critique. Voilà. Vous n'avez jamais aucun doute sur votre stratégie. Vous n'avez jamais aucun doute. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire que notre profil est en tout point parfait, qu'on a tout. Non, je vous parle pas de parfait. Non, mais même que ça, tout va ça bien. peut générer en réaction un désir d'ordre. Je pense que aujourd'hui, ce qui brouille le paysage et crée cette espèce d'angoisse qui vient aussi du Covid, qui vient de plein de choses. On est dans un pays qui est quand même sidéré, angoissé, c'est dingue. C'est d'abord les politiques qui ont été menées, et la responsabilité, c'est d'abord du côté de ceux qui gouvernent. Après, je ne veux pas dédouaner de notre responsabilité, d'accord? Donc je pense qu'en effet, il faut avancer, réfléchir sur notre profil politique plus avant, gagner, je le crois, en solennité, ce qui ne veut pas dire ne pas critiquer les institutions. Oui, et ce qui ne veut pas dire non plus... Solennalité, ça vous le dites, ça c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une petite autocritique sur peut-être des excès que vous avez pu pratiquer. Il y a une tension entre les deux. Vous voyez, moi je pense que quand on chante la Marseillaise dans l'hémicycle, mais ça peut être l'objet de discussion. Et quand on chante les Gilets jaunes, on est là à l'Assemblée nationale, par exemple. Écoutez, c'est en écho à la mobilisation. Mais vous avez le sentiment d'avoir marqué des points dans cette lutte que vous avez menée contre la réforme des retraites, parce que les sondages, Marine Le Pen monte, parce que les syndicats engrangent de plus en plus d'adhérents. On n'a pas le sentiment que la gauche ait marqué des points? D'abord, c'est très lent, le moment entre un mouvement social et les faits politiques. On l'a vu toujours dans l'histoire. Le Pen, c'est pas lent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez 68, c'est vrai que c'est long, parce que ensuite c'est 80, mais ça germe. Et parfois c'est plus court, 95, 97. Mais dans votre partage du temps, vous ne devriez pas taper un peu plus aussi sur le... Voilà, donc moi je suis à la fois, en effet, inquiète du poids de l'extrême droite dans notre pays, alors qu'ils ne font rien. Ils ne participent à rien. Ils sont contre la hausse du SMIC. Ils sont pour toujours qu'on continue de donner plus d'argent aux plus riches et ils ne font plus rien dans cette mobilisation. Donc c'est incroyable qu'ils puissent profiter de ce moment. Incroyable. Mais j'ai confiance dans le temps long et la capacité de la NUPES qui est la clé pour nous conduire à la victoire. Il y a urgence et donc j'appelle à notre responsabilité collective. Il faut que la NUPES se consolide, se renforce en haut et en bas. Merci Clémentine Autain qui était l'invitée de Questions Politiques. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro.